qu'on est en retard, naturellement. Donc, nous en sommes maintenant arrivés au stade de la restitution de ce qui est sorti des 4 tables rondes. Et donc, on va essayer de sortir de ce résumé des directives qui ensuite vous serviront de base de discussion dans chacun des 4 groupes de travail. Donc, je donne la parole pour commencer au rapporteur de la table ronde numéro 1 qui traitait de la coopération en matière de recherche, et donc Laure Amprère. Merci Laure. D'accord, merci Myriam. Donc je vais partir des 4 communications qui ont été présentées hier, qui ont représenté des approches assez croisées sur les thèmes de recherche en fonction des centres d'intérêt des participants et en fonction de leur discipline d'origine. Donc j'ai brièvement, je m'excuse, je vais lire un peu ce que j'ai écrit et vous pouvez le suivre sur l'écran. On est parti d'une réflexion sur les modalités d'échange, sur les contenus thématiques, sur l'histoire et les perspectives de la recherche et sur les modalités... Pardon ? Et sur... Vous pouvez me faire des grands signes quand ça réaccélère. Et sur les modalités institutionnelles de coopération, principalement à partir de l'expérience de l'IRD. Et ceci a été abordé à partir des disciplines auxquelles appartenaient les 4 chercheurs. Donc j'ai organisé, et j'insiste sur le fait que ce sont des points, des propositions soumises à discussion pour cet après-midi, bien évidemment. Donc j'ai organisé ces pré-conclusions, ces approches en 4 rubriques: approche scientifique, aspect matériel, communication et diffusion, et modalités institutionnelles de coopération. Et j'ai emprunté aussi certains éléments de réflexion aux autres tables rondes. Alors, sur les approches scientifiques, les enjeux globaux, il me semble que nous avons eu tous une vision assez cohérente, qui sont ceux de la compréhension de la dynamique, passée ou future, de la biodiversité, et de son ancrage culturel, socio-culturel à différentes échelles. Un des thèmes récurrents de toutes les discussions a été celui de l'interdisciplinarité, qui me semble un fait quand même relativement acquis, même si les modalités de concrétisation de cette interdisciplinarité ne sont pas toujours perçues de la même manière par tout le monde. Mais ceci me semble relever plus d'un débat sur les dynamiques actuelles de la recherche en général que sur un problème spécifique de la coopération franco-brésilienne. Mais enfin, c'est un aspect auquel les 2 parties sont extrêmement sensibles. Je voudrais insister maintenant sur les atouts de la recherche en coopération en abordant un peu, mais de manière assez, je dirais presque en amateur, les spécificités de chacune des recherches telles qu'elles sont menées en France et au Brésil. Et pour cela, je me base un peu sur mon expérience qui remonte à une quinzaine d'années au Brésil. Je crois qu'il faut voir plus les choses en termes de complémentarité culturelle autour de la recherche qu'en termes de thématiques complémentaires. Évidemment, par-dessus peuvent se greffer des thématiques complémentaires, des thématiques propres. Alors, ce qui me semble important, c'est... Attends, une question, on a combien de temps ? Là, je suis partie. 15 minutes. L'unité temps, ici, c'est 15 minutes. Très bien. Donc, on a au Brésil un atout qui me semble extrêmement fort. C'est une pratique de la recherche intégrée dans une réflexion sur le développement, avec une plus grande perméabilité entre le fondamental et l'appliqué, la recherche scientifique et la politique, et des liens étroits sur une réflexion qui joint politique foncière, politique agricole, politique environnementale et politique culturelle. Évidemment, et biodiversité, puisque c'est notre dénominateur commun. Un autre atout extrêmement important qu'il me semble qu'on devrait mettre à profit et qui a été largement valorisé dans la dernière table ronde, c'est la participation de non-scientifiques aux dynamiques de la recherche, c'est-à-dire des populations locales, des gestionnaires, bon je ne l'ai pas mis là, non seulement dans le déroulement de la recherche, mais dans la définition des objectifs de recherche et des moyens, des modalités utilisées. Je crois qu'il y a une expérience très forte au Brésil dans ce domaine qui pourrait être mise à profit en France pour définir des objectifs communs de recherche. Du côté français,
quels sont les atouts qui me semblent plus particuliers aux dynamiques de recherche en France. C'est une perspective de recherche peut-être davantage intégrative, qui va du territoire et des pratiques et représentations associées à la biodiversité à un lien plus fort entre sciences humaines et sociales et sciences du vivant, et à un lien, une réflexion plus poussée entre biodiversité, écologie et phylogénie. Ce sont des aspects transversaux qui me semblent plus particuliers à la recherche française. Un autre aspect important est celui de la mobilisation des réseaux des amateurs naturalistes dans l'accomplissement d'objectifs scientifiques. Les atouts que nous avons en commun maintenant, c'est une complémentarité d'instruments sur la valorisation de la biodiversité. Cette complémentarité passe, dans le cas du Brésil, par une grande palette d'instruments de type unité de conservation, ce que j'ai indiqué, excusez-moi pour le raccourci, en UCS, Unidades de Conservação, qui passe par le système du SNUC et qui propose des pistes de réflexion intéressantes. Le Brésil dispose aussi d'un autre outil de reconnaissance qui est celui du patrimoine immatériel, qui a été évoqué par Lúcia ce matin. Et en France, nous avons des instruments de type parcs régionaux et indications géographiques qui sont l'objet d'une première réflexion au Brésil, mais qui sont encore assez incipientes, comment dire, ils sont assez encore en phase initiale. Alors, ce qui n'a pas été abordé et qui me semble devoir faire l'objet d'une réflexion approfondie justement dans le cadre de cet objectif global, c'est tout ce qui est droit, normes et concepts associés à la biodiversité, à la diversité des savoirs autour de cette biodiversité. Et là, je crois qu'il faudrait ouvrir un nouveau champ de recherche commun pour rendre plus opérationnelles nos recherches sur la biodiversité. Une question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut réfléchir sur des priorités de recherche en termes thématiques, en termes de biomes? Je pense que ça, on pourra l'aborder cet après-midi. Est-ce que de monter un cadre trop strict, peut-être stériliser un peu les dynamiques innovatives de chaque groupe de recherche qui s'est constitué? Je crois qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. Et un autre aspect qui me semble prioritaire, et je crois que l'ensemble des sessions l'a bien montré, c'est celui de l'intégration des volets recherche, formation, diffusion, restitution, chose qui est peu abordée en France, et valorisation de la recherche. Bon, sur les aspects matériels, je serai assez brève. Un des participants a évoqué l'intérêt de l'accès à des outils de traitement de données, du matériel technique, un coût plus réduit de la recherche. Sur la communication et la diffusion, nous avons de manière très immédiate, je pense, des problèmes qui peuvent être facilement résolus via la multiplication des instruments de visioconférence à l'échelle institutionnelle ou faciliter à des instruments de communication tels que Skype qui permettent une communication quotidienne, des échanges extrêmement simples et à coût réduit. Et pour les Brésiliens, je ne sais pas quelle est la situation au Brésil, mais je sais que le Skype est interdit par la plupart des institutions de recherche en France. Je ne sais pas quel est le cas du muséum, ce que je trouve extrêmement dommage, car c'est vraiment un instrument de diffusion. À propos des modalités institutionnelles de coopération, on voit un papier qui bouge, on pense tout de suite 2 minutes. À propos de la construction du partenariat. Bon, je reviens un peu sur le fait que je crois qu'actuellement, il est essentiel d'intégrer dans le montage des partenaires scientifiques et non scientifiques, du type ONG, gestionnaire, population locale. Et là, je me réfère un peu à la rosace que M. Gallet avait présentée dans le cadre du muséum. Et je pense que c'est un ensemble de partenaires qui est bien mis en évidence. Il y a un problème auquel nous sommes tous confrontés, c'est celui du calendrier particulier des différentes institutions, mais non seulement du calendrier institutionnel, mais aussi des pas de temps propres à chaque groupe culturel avec lesquels nous sommes amenés à travailler. Le temps des Kayapos, le temps des Amérindiens du Rio Negro n'est pas le même toujours que celui du CNPq, du CNRS, du Muséum, de l'IRD, etc. Sur les financements, il y a plusieurs problèmes qui ont été évoqués. C'est que nous passons à une culture du projet, donc dans une vision plutôt à court ou moyen terme.
et que ces projets, la construction de ces projets et leur gestion nous absorbent une part croissante de notre temps. Donc il faut réfléchir, je pense, en termes de coûts-bénéfices des réponses à ces appels d'offres, sachant que bien souvent, nous n'avons pas tellement d'autres possibilités. Bon, durée et renouvellement des projets. Dans le cas du Brésil, il y a une autre possibilité de financement qui sont les fondations d'appui à la recherche, Fundação de Amparo à Pesquisa, qui présentent des dynamiques tout à fait innovatives en termes de possibilités de participation de différents acteurs. Sur cet accès aux différents appuis à la coopération, j'ai été très étonnée par le chiffre des 42 canaux, possibilités ouvertes à la coopération. Donc nous sommes face à un labyrinthe qu'il s'agirait d'expliquer un peu, dont les différentes composantes ne sont pas toujours très visibles. Il y a des instruments qui sont sous-utilisés, celui des professeurs invités du CNPq par exemple, et un autre instrument de la CAPES que j'ai noté rapidement, mais je ne sais plus où, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a noté. Enfin, c'était une autre possibilité de coopération qui n'était pas très utilisée. Je pense qu'il y a une piste intéressante à explorer du côté des laboratoires mixtes internationaux. Donc les LMI, LIA, UMI étaient mentionnés. Et je me demandais si les instituts nationaux de sciences et de technologie du CNPq ne pourraient pas être un instrument pour dynamiser notre coopération. Donc je pense que ce sont des, comme le président du CNPq va signer cet accord le 9 octobre, je pense que ce serait des propositions à mettre, une proposition à discuter. Je pense que nous avons besoin d'une cartographie de nos actions de recherche menées en coopération ainsi que des moyens mobilisés. Et une des propositions que je voulais soumettre, c'était est-ce que, je ne sais pas si les chercheurs français connaissent le curriculum LATES, qui est une base de données qui regroupe plus d'1 million de curriculum vitae de chercheurs brésiliens et qui me semble un instrument de visibilité absolument extraordinaire, où les chercheurs les curriculums sont exposés. C'est un investissement conséquent pour le mettre en place, mais après c'est quelque chose à alimenter de manière assez simple. Et je me demande si ce ne serait pas intéressant de proposer aussi au CNPq qu'il puisse y avoir une espèce de, au même titre qu'il y a les groupes de recherche qui sont quelque chose de visible, qu'il puisse y avoir pas un label, mais enfin un signe ou une rubrique insérée dans un dispositif de recherche de coopération bilatérale, multilatérale, en spécifiant les pays, un peu selon l'idée des groupes de recherche. Quoi d'autre? Sur la mise en réseau des chercheurs, évidemment, nous avons besoin de communiquer entre nous. J'ai beaucoup appris à l'occasion de cet événement sur les actions de recherche qui étaient mises en place. Et pour l'instant, peut-être qu'une liste de diffusion permettrait avant de réfléchir à la formalisation d'un réseau et tout ça, qui est toujours une procédure assez lourde, peut-être qu'une simple liste de diffusion des chercheurs permettrait de faciliter la communication, l'échange d'informations. Un autre point qui a été largement débattu, les procédures administratives. Bon, en fin de compte, il me semble que le seul véritable... Il y a des problèmes en fonction des situations de chacun des chercheurs et tout ça, mais le gros problème est celui des échanges de courte durée qui ne s'inscrivent pas dans l'obtention des visas. Que faire pour des étudiants de part et d'autre qui viennent en master ou qui viennent pour des stages de courte durée? Là, je pense qu'il faudrait peut-être rédiger un document particulier. Et enfin, l'autre problème qui a été débattu, c'est celui des autorisations d'accès à la biodiversité et aux connaissances traditionnelles associées, que cela passe par le CNPq ou par le CEGEN. Et là, c'est un petit rappel pour les chercheurs français. Vous avez un site qui est celui du ministère de l'Environnement, dont j'ai indiqué l'adresse ici, mma.gov.br. Il y a une rubrique qui s'appelle Colegiados, dans laquelle il y a la rubrique CEGEN. Et vous avez le texte de loi, les décrets, les orientations qui sont en français et en anglais. Et réellement, pour des considérations légales, éthiques et déontologiques, les autorisations peuvent être obtenues si elles sont pensées, si cette demande est pensée lors de l'élaboration initiale des projets. Après, c'est beaucoup plus compliqué quand on essaie de raccrocher les wagons. D'accord? Donc, et sans oublier que c'est l'institution brésilienne qui est porteuse de la demande et non pas ni le chercheur ni l'institution française. Tout passe par l'institution brésilienne. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos demandes. Bravo Laure
pour ce résumé. C'est très, très, très complet et qui donne des tas de pistes, je trouve, pour la discussion après le déjeuner. Moi, ce que je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'il ressort de nos échanges qu'il y a eu un gros déficit quand même d'informations sur les moyens mis à disposition des uns et des autres pour soutenir la coopération franco-brésilienne. Donc là, je pense qu'on va faire, puisque Christophe de Beauvais, que je ne vois pas là, mais nous disait que ce fichier Excel avec les 42 programmes est en ligne sur le site du consulat de France à Sao Paulo. Donc ça, on va le récupérer et le diffuser. Donc déficit d'information sur les moyens, sur les soutiens accessibles, et puis déficit d'information sur les réglementations, sur les procédures administratives. Et là, tu viens de dire quelque chose de très simple, de très clair. Et je pense que là, à nouveau, moi, mon souhait, c'est peut-être que ça soit réabordé dans le groupe de travail qui va traiter de la recherche, parce que moi, je ressens, pour les chercheurs côté français, un grand besoin de clarification, d'information. Alors c'est peut-être de leur faute, ils sont peut-être pas assez... Ouais, oui. Je ne dis pas du tout que c'est de la faute des autorités brésiliennes, mais je veux dire, il y a quelque chose qu'il faut qu'on améliore, là, c'est de toute évidence. Hein. Voilà, donc je donne la parole maintenant à Rodrigo pour la table ronde 2 qui traitait de la coopération universitaire. Merci. Non, c'est Serge, pardon, là, je suis en train de m'en mêler. Serge, excuse-moi. Bien, donc la table ronde 2 a discuté de la coopération en termes d'enseignement supérieur et de formation. Il y a eu 4 interventions qui en fait ont couvert 3 sujets, puisqu'il y a une présentation double du système d'enseignement au Muséum national d'histoire naturelle. Donc en quelque sorte une information sur l'offre que le muséum pouvait proposer et en même temps une information sur l'organisation de l'enseignement en France en ce qui concerne le 2e et le 3e cycle. Et ensuite, il y a eu 2 présentations sur 2 expériences bien solides de coopération entre 2 institutions brésiliennes et le Muséum de Paris, avec des propositions et des commentaires de portée générale sur les problèmes et les précautions et les nécessités à prendre en compte. Donc je vais essayer de résumer tout cela. Nous avons parlé beaucoup du doctorat, parlé un peu des masters. Nous avons aussi abordé des thèmes d'intérêt plus global en montrant les problèmes qui se posaient et puis les éléments auxquels il faudrait... Des propositions ont été faites, des éléments qu'il faut améliorer. Donc ce sont des points qui devront être rediscutés cet après-midi. Donc en ce qui concerne le doctorat, il a été discuté de la difficulté et de la nécessité de construire des co-tutelles dont il semble qu'il y en a encore très peu. En tout cas, du côté du muséum, j'ai noté qu'il n'y en avait que 2 et qui semblent poser des difficultés administratives que, personnellement, je ne suis pas capable de résumer, d'en trouver les raisons profondes. Il a quand même été proposé au moins qu'il y ait une sorte d'accord cadre général qui soit posé de manière à faciliter les discussions avec les différentes universités. À ça m'amène à un point global qui finalement m'est pas apparu pendant la réunion, mais m'apparaît maintenant, c'est que le muséum a présenté ce qu'il faisait, mais en face de nous, nous avons la totalité des universités du Brésil. Bon, ça fait beaucoup de monde. Et en réalité, nous, enfin, je parle pour moi, mais comme je suis porte-parole ici, j'en parle. On n'a pas parlé de comment fonctionne le système universitaire de second cycle et troisième cycle au Brésil. Finalement, on n'a pas le parallèle avec ce que nous faisons au muséum. Donc, le deuxième point sur les doctorats qui a été abordé, ça a été celui du financement. Double financement, le financement des étudiants. Donc, on a présenté un certain nombre d'opportunités pour avoir des bourses. Il y a divers réseaux et aucun ne semble très simple. Par contre, il semble se dégager le fait que c'est un petit peu plus
un petit peu moins difficile peut-être d'obtenir des bourses pour des Brésiliens pour venir en France que pour des Français pour venir au Brésil. Ce qui nous a amené à un point qui a été rappelé de multiples fois pendant la table ronde enseignement et également d'autres tables rondes, celui de la symétrie des échanges entre les étudiants français et les étudiants brésiliens et les enseignants-chercheurs ou les chercheurs français et les enseignants-chercheurs et les chercheurs brésiliens. Et l'insistance sur ce point montre qu'il n'y a pas du tout symétrie actuellement de ces... donc ça, c'est un point qui a été fortement souligné. Et ça amenait aussi à un autre point que Laure a mentionné et qui est récurrent, c'est la circulation est rendue compliquée par les problèmes de visa, de police, d'accueil en France. Enfin, il y a tout un système des États qui ne facilite pas qui ne rendent pas extrêmement souple, fluide la circulation des personnes. Un point qui a été aussi soulevé, c'est celui que dans certains cas, le muséum n'étant pas reconnu, n'étant pas enregistré au Brésil comme une université, ce qu'il n'est pas, il est un organisme d'enseignement supérieur, mais pas une université, donc il y a un problème de reconnaissance des diplômes que le muséum accorde et du doctorat qui est passé au muséum. Donc ça, c'est une chose aussi qui doit être expliquée aux tutelles et qui doit être surmontée, puisque en France, le muséum est un organisme habilité à dispenser des doctorats qui sont reconnus pour les concours d'État. Alors sur le master, on a beaucoup moins parlé finalement. Moi, j'ai relevé un point extrêmement important qui rejoint aussi ce que Laure a rappelé, c'est qu'il est nécessaire d'intégrer la recherche et la formation, ce qui est pour nous, muséum, extrêmement important, puisqu'effectivement, l'activité du muséum porte beaucoup sur la recherche. Donc, c'est très important pour nous et finalement relativement facile d'intégrer des étudiants à nos programmes de recherche. Donc, je crois que c'est une procédure qui doit être faite systématiquement. C'est aussi peut-être un moyen déjà d'engager une collaboration entre les institutions partenaires, d'accueillir des stagiaires français dans des équipes de recherche au Brésil et des stagiaires brésiliens dans des programmes de recherche menés par des chercheurs du muséum est un bon moyen déjà d'associer des structures de manière à construire ensemble des enseignements et à mutualiser nos compétences. Alors il a été beaucoup insisté de manière plus globale sur l'importance de coordonner nos activités et surtout de les penser en termes de complémentarité et cela devant passer par une mutualisation des cours, mutualisation des programmes. On a aussi proposé d'organiser des stages en commun ou des écoles d'été ou des écoles de terrain en commun, ce qui me paraît un excellent moyen de commencer une collaboration. Il a été aussi insisté sur l'importance d'impliquer des acteurs non universitaires, c'est-à-dire des populations locales, des gestionnaires ou d'autres dans l'enseignement. À ça, moi, ça m'a amené à une question finalement, c'est est-ce qu'il existe déjà, en ce qui concerne les universités brésiliennes, est-ce qu'il existe déjà des complémentarités d'enseignement, des réseaux de cours qui se complètent, mise en commun des cours, donc ce sera important pour nous de les connaître de manière à ce qu'on puisse aussi s'intégrer dans ce processus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il a été proposé d'organiser il a été discuté beaucoup, et tout au long de ce jour et demi d'ailleurs, sur l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. De mon point de vue, c'est effectivement au niveau de l'enseignement que ça commence. C'est quand les étudiants commencent à travailler ensemble qu'ils apprennent à penser autrement, puisqu'il a été insisté sur le fait que la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité, on peut discuter sur les mots, mais le fait est le même, ça consiste à transcender les clivages des disciplines, de détruire les cloisonnements académiques qui sont très pesants,
pour construire une complémentarité, une collaboration des disciplines. Et donc ça, effectivement, ça passe déjà au niveau des tout premiers cycles de l'enseignement. Enfin, il a été proposé donc d'une manière très concrète, il a été proposé de créer un cours international sur un sujet spécifique, mais qui est déjà bien installé au Muséum d'histoire naturelle depuis longtemps, sur les animaux venimeux et venins. Et à ça, on peut probablement proposer d'autres sujets de cours internationaux. Dans mon cas personnel, on a déjà commencé avec le professeur Marta sur la conservation et les aires protégées, qui est un thème qui nous rejoint tous. Il a été mentionné aussi l'intérêt de comparer les systèmes de conservation dans nos deux pays. Le muséum est impliqué au niveau national dans les procédures de conservation. Et on sait déjà qu'il y a des projets qui comportent de l'enseignement et du terrain en préhistoire, en ethnobiologie dans notre cas. Donc il y a plusieurs sujets, donc ça je parle de ce que je connais, mais il y a d'autres sujets que vous connaissez qui, à peu près à coup sûr, pourraient donner lieu à des séminaires internationaux, à des cours internationaux qui finalement ne devraient pas être tellement difficiles à mettre en place. Donc rejoint encore à nouveau l'idée d'écoles thématiques, de stages en commun qui devraient être dans les deux pays et mêler les étudiants de nos deux communautés. Voilà en gros ce que j'ai retenu de cette demi-matinée. Et donc tout ça doit, à mon avis, cet après-midi, on devrait aborder des points beaucoup plus concrets sur ce grand cadre, donc de définir des priorités. Autour de la biodiversité, nous avons des thèmes en commun, nous devrions les préciser un peu plus et d'essayer de créer plus ce qui a été proposé aussi, que toutes ces actions soient conçues dans un programme cadre qui fédère un peu, qui intègre toutes ces initiatives autour de la biodiversité et des communautés humaines. Merci. Très bien, merci beaucoup Serge. Donc cette fois-ci, c'est au tour de Vanderlei pour la table ronde qui a traité des collections. Bom, na terceira mesa redonda, o foco foi a discussão da questão da ampliação da cooperação, né, entre coleções e a questão do compartilhamento de dados de coleções científicas. E, basicamente, a meta era discutir a questão de como melhorar essa cooperação e o intercâmbio de informação, visando ampliar o conhecimento sobre biodiversidade e também apresentar o protótipo do herbário virtual Antoine de Saint-Hilaire e discutir os desafios associados a esta ampliação da colaboração de coleções brasileiras com as coleções do Museu de História Natural de Paris. Na primeira apresentação, feita pelo Thierry Bourgoin, ele ressaltou vários aspectos aí relacionados a coleções, dados e metadados, e ele enfatizou a dimensão do problema, né? Então, hoje, a nível global, nós temos mais de 4.500 coleções importantes no mundo, né? E essas coleções, elas armazenam cerca de 2,5 a 3 bilhões de amostras. E aí, essa questão do esforço de digitalizar os dados que são importantes para a comunidade global, né? E aí, muitas das vezes, no caso, aí, dependendo do tipo de amostra, essa digitalização precisa ser feita em um esquema assim de digitalização tridimensional. Então, para que isso seja feito de uma forma estruturante, é importante definir prioridades e parcerias, né? E também, outra coisa também ressaltada, né, na apresentação, foi que a importância da disseminação, né, para viabilizar a reutilização desses dados, assim, adotando novos eixos experimentais, novas pesquisas, e sempre dentro do escopo
da interdisciplinaridade, né, e transdisciplinaridade, porque é muito importante poder integrar de forma dinâmica e transparente esses dados primários, né, sobre biodiversidade, dados taxonômicos, com outros dados ambientais e sociais. Então, ele ressaltou também que hoje o mundo atual é eletrônico. Então, nós precisamos pensar em fazer pesquisa, né, taxonômica, pesquisa biogeográfica, utilizando aí as ferramentas aí do século XXI. Outro ponto importante ressaltado é sobre a questão do grande desenvolvimento recente de padrões e protocolos que permitem a interoperabilidade de sistemas de informação, né? E esses padrões e protocolos internacionais associados a metadados permitem que essa integração de dados seja feita de forma transparente. E outro aspecto também ressaltado na primeira apresentação foi no caso aí do interesse da França. Eles têm interesse, dada a questão de grande ausência de dados para a região amazônica e dada a importância dessa região para a questão de mudanças climáticas, então, e também pelo fato das Guianas francesas, eles têm interesse especial em estar ampliando a disseminação de dados sobre a Amazônia. Na segunda apresentação, feita sobre o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Flora e Fungos do Brasil, foi ressaltada a importância da comunidade botânica do Brasil, né? Isso em função de 15 anos de política, de estabelecimento de políticas e estratégias pela Sociedade Brasileira de Botânica, foi possível apresentar essa proposta ao CNPq, e é uma proposta que eu diria que vai ter um grande impacto aí no desenvolvimento da botânica no Brasil. Então, hoje, no Brasil, nós temos 163 herbários, sendo que desses são coleções com acervos de fungos, né? E que armazenam 6 milhões de amostras nesses 6 milhões, nesses mais de 160 herbários. Uma outra coisa que foi destacada hoje pelo Beto Brandão, o importante é a complementaridade desses acervos brasileiros, embora muitas dessas coleções sejam pequenas, mas elas são muito focadas em amostras do Brasil. Então, por exemplo, desses 6 milhões de amostras, mais de 5 milhões e meio de amostras são amostras coletadas no Brasil. Então, isso complementa muito a importância de se integrar os dados desses acervos com os dados dos holótipos depositados em coleções internacionais por motivos históricos. E aí, na estruturação desse herbário virtual brasileiro, foi importante a experiência que já estava em curso com a rede Species Link, integrando herbários de várias redes regionais, né? Então, hoje a gente tem um número muito grande de coleções integradas em rede, e aí a arquitetura utilizada para a integração dessas redes é uma arquitetura assim, bastante adequada para as dificuldades encontradas em diferentes regiões no Brasil, em termos de conectividade à internet, né? E a meta é partir dos, hoje, 2 milhões de registros disponíveis online, para os 6 milhões de registros aí ao longo do tempo, né? E sempre trabalhando muito com a questão da melhoria de identificação taxonômica e qualidade de dados georreferenciados, definindo estratégias para cobrir lacunas, né? E trabalhando muito na questão de formação taxonômica. Então, acho que nessa questão, a cooperação com o Museu de História Natural de Paris, e não apenas com Paris, mas também com outros herbários importantes na França, eu acho que seria muito importante aí estabelecer toda uma estratégia especial de colaboração na formação de recursos humanos, né? E aí foi mencionado também todas as ações feitas durante o ano de 2009, com cursos de treinamentos e apresentadas algumas outras metas aí para o futuro.
Depois, a terceira apresentação foi uma apresentação conjunta feita em cima do protótipo do herbário virtual Saint-Hilaire. É importante destacar que nas ações do INCT Flora e Fungos do Brasil, uma das ações é estabelecer toda uma política e estratégia para a repatriação de dados. E, basicamente, esse protótipo do herbário virtual Saint-Hilaire, de certa forma, ele está sendo desenvolvido no escopo do INCT, né? Foi apresentado aí a questão da fase 1 do projeto, né? Que primeiro foi a definição da cooperação, foi a definição do desenho do sistema de informação e o plano para resgatar essas informações. E aí, na fase 2, né, num processo bastante intenso de resgate das informações que já tinham sido digitalizadas pelo Museu de Paris, também foi feito um esforço para resgatar mais imagens. E hoje nós temos 4.500 pranchas de imagens em alta resolução e 5.600 registros, né? E também, nesse período, foi desenvolvido esse sistema de informação que foi apresentado ontem aqui. Agora, é importante destacar a importância desse sistema de informação aí, de interesse para a flora brasileira, está aqui no Brasil e está conectado com o sistema de informação do herbário do Museu de Paris, que é o SONERA. Então, são sistemas que se conversam, mas, por exemplo, o interesse que nós temos em Saint-Hilaire é muito maior do que o interesse que os franceses têm, né, sobre Saint-Hilaire, porque Saint-Hilaire são 20 mil amostras perdidas num herbário de 11 milhões de amostras. Então, aí o nosso interesse especial sobre Saint-Hilaire, né, a base da botânica no Brasil, é muito grande. Então, isso deve estimular uma parceria que é benéfica para ambos os lados, porque todo o trabalho que a gente vai fazer em cima dessa informação compartilhada vai permitir com que Paris melhore a qualidade dos dados que eles têm sobre o acervo Saint-Hilaire. E aí foi dito também que o lançamento oficial desse herbário virtual está previsto para 2010, o Ano Internacional da Biodiversidade, e que para isso vai também ser muito trabalhada a questão da história, né, dessas viagens de Saint-Hilaire, né, e a importância desse trabalho aí para raízes do Brasil, né, para a questão da botânica no Brasil. Após a apresentação, foram feitos vários comentários, né, começando aí pelo Roberto Reis, que coordenou a sessão, e ele destacou a importância de ampliar esses esforços que estão sendo feitos na área de botânica para outras áreas aí, né, especificamente aí a zoologia, né, e aí ele falou que dependendo das áreas de zoologia, como por exemplo na área de ictiologia, ele deu alguns exemplos muito importantes, né? Então, por exemplo, na área de ictiologia, ele já tem essa tradição de compartilhar dados online desde 93, né, com o projeto Neodat, que depois evoluiu para o Neodat 2 e 3, né? E uma coisa que eu acho que é importante de destacar é que nesses comentários ficou muito claro para mim a importância, né, da complementaridade desses acervos históricos com os acervos que estão sendo construídos aqui no Brasil, né? Então, foi mencionado que, por exemplo, no caso aí de peixes no Brasil, hoje, uma nova espécie é descrita a cada 6 dias. Eu fiquei assim impressionado, porque a gente está falando de vertebrado, né? Então, esses acervos que estão sendo construídos no Brasil agora são muito importantes para o desenvolvimento e ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade no futuro, né? Mas ele destacou também a importância desses acervos históricos, né? Enquanto que hoje, nas coleções brasileiras, nós temos 260 mil lotes, Nova York tem 205 mil lotes e Paris 115 mil. Então, de novo, acho que fica muito clara a importância dessa colaboração que deve ser benéfica para as duas partes. Depois disso, foi dito também que, além de peixes, também tem outros esforços aí em andamento, né? Foi citado aí o caso de
de desenvolvimento aí de um catálogo de tipos de aves no Brasil, né? E aí, de novo, acho que seria importante que isso também estivesse disponível online e disponível aí para todos os interessados. Aí houve uma certa discussão aí sobre a questão de repatriação, né? Primeiro, se isso era repatriação, porque esses dados já estão disponíveis, então não precisam ser repatriados. E aí foi colocado que, na realidade, o que a gente precisa é ter essa informação de alta resolução disponível aqui, para a gente poder organizar o sistema de tal forma que ele atenda, por exemplo, às necessidades do país, integrando com novos bancos de dados, checklist e tudo. Então, de certa forma, não deixa de ser uma repatriação não da amostra, mas de uma imagem em alta resolução, né? E aí isso integrado com outros tipos de informação, que isso vai estar sendo cada vez mais ampliado e melhorado, né? E então, além disso, foi colocado também que, além da questão de dados e informações, existe também a possibilidade de repatriar amostras de DNA, e aí foi apresentado o esforço que está sendo feito pelo Museu de Paris para montar uma genoteca, e aí para aquele material que é do Brasil, então poderia ser enviado uma amostra, né, que pode ser conservada em meio ambiente aí para a instituição brasileira. Outra coisa também que foi destacada aí pelo Museu Nacional de Paris é que é importante que essa possibilidade, é importante que seja feita troca de material, né, dentro das recomendações aí da Convenção sobre diversidade biológica, porque essas coleções internacionais também precisam continuar crescendo para continuar contribuindo para o desenvolvimento científico. Então, acho que isso aí é uma coisa bastante importante, né? Então, de novo, ressaltando de que essas informações que não são sensíveis, na medida do possível, elas deveriam ser disseminadas de forma ampla e restrita. Aí foi feito também um comentário pelo representante da COFECUB, que eu não entendi direito qual que era a proposta concreta, porque aí foi perdida a questão da tradução, mas pelo que eu entendi que ele queria dizer que esse tipo de questão aí de compartilhamento de dados seria uma proposta muito interessante para submeter aí a COFECUB com o apoio da CAPES, né? E basicamente toda essa questão, todas essas questões abordadas, eu acho que elas reforçam a importância desses avanços aí em tecnologia de comunicação e informação como assim uma ferramenta, né, para se fazer taxonomia, estudos de taxonomia, filogenia e biogeografia no século XXI, né? Não só reforçando aí, por exemplo, as metodologias convencionais de revisões taxonômicas, mas também reforçando todas essas novas estratégias aí moleculares para a taxonomia. Então, acho que, assim, como conclusão da mesa, que eu acho que deve ser ampliado assim, de forma mais específica na sessão de hoje à tarde, eu acho que a gente precisa continuar ampliando esses esforços de estabelecimento de parcerias com foco muito definido, né? E aí, ampliando isso que está acontecendo para a área de botânica, para as áreas de zoologia e microbiologia, né? E, basicamente, eu acho que a gente deve ter como meta o estabelecimento de uma infraestrutura compartilhada de dados e informações para que sirva de base aí para ampliar aí esses esforços aí de educação ambiental, de formulação de políticas, né? E aí também em função dessa última mesa aí de museologia, eu fiquei muito assim encantado com com o que foi apresentado. Eu acho que tudo isso, por exemplo, essa infraestrutura de dados deveria de alguma forma estar conectada nessas exposições, porque à medida em que no Museu de Paris vai estar sendo apresentado uma área lá, por exemplo, sobre as florestas tropicais e os índios caiapós, de certa forma isso deveria estar conectado de uma forma transparente aos dados que, na realidade, estão gerando esse conhecimento.
Então, basicamente, é esse o relatório aí da seção 3. Obrigado. Merci beaucoup, Vanderlei. Pour ce qui était du point de la suggestion faite par le président du COFECUB, que je ne vois pas, qui n'est pas là, si j'ai bien compris, ce qu'il disait, c'était en effet relatif aux échanges de spécimens requis, par exemple, pour des identifications, pour des travaux de taxonomie, pour l'identification de ces spécimens sur la base de collections. Donc, il y a là des réglementations très strictes en liaison avec les directives de la CDB, et je crois simplement ce qu'il disait, c'est que ces réglementations, ces procédures sont telles que ça a eu un impact extrêmement négatif sur le pourcentage de projets CAPES COFECUB en biologie. Je crois qu'actuellement, il disait qu'ils en sont à moins de 10%, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, et que donc là, il faudrait vraiment faire quelque chose de façon à remédier à cela, mais toujours naturellement dans le respect des réglementations nationales respectives. Mais c'est un thème récurrent, je veux dire, les chercheurs le disent, donc c'est vraiment un handicap pour cette recherche dans ce secteur de la systématique, que ces freins au prêt de spécimens pour le travail avec les collections. Voilà. Alors, je vais maintenant donc donner la parole à Rodrigo qui va nous parler de la table ronde 4. Je voulais juste, avant de lui donner la parole, vous rappeler à vous 4 rapporteurs qu'il faudrait nous transmettre vos rapports sous format électronique. Je suis désolée pour vous deux parce que je vois que c'est sous format papier pour l'instant, mais parce que donc ces rapports seront mis eux aussi en ligne sur le site web de cet atelier. Site web dont on va d'ailleurs vous rappeler ou vous informer de l'adresse, parce que je crois que cette adresse n'apparaît pas dans le dossier que vous avez. Et donc il y aura sur ce site toutes les présentations PowerPoint, les rapports des rapporteurs et puis les recommandations finales que nous devons rédiger. Voilà. En français pour les francophones et en portugais pour les lusophones. Voilà. Rodrigo, merci. Bom dia a todos. Bom, acho que meu trabalho hoje fica um pouquinho mais facilitado em relação aos meus colegas, porque tem mais ou menos 1h30 que vocês acabaram de assistir à Mesa Redonda 4, então acredito que está tudo muito fresco na cabeça de vocês. Então nem eu pretendo aqui agora fazer um relato muito extenso daquilo que acabou de ser dito. Mas é fato que essa mesa redonda número 4, hoje de manhã, que tratou dessa questão da cooperação e disseminação de conhecimentos e sensibilização pública e museologia, ela trouxe também, assim como os outros aspectos bastante interessantes que a gente precisa tratar na cooperação. Então, a gente começou, na verdade, com o Beto, do Museu Beto para os Amigos, né, Beto, com o professor Dr. Carlos Roberto Brandão, do Museu de Zoologia da USP, que trouxe exatamente uma apresentação para a gente sobre como está estruturado o Museu de Zoologia da USP, que é um dos grandes museus, né, de história natural que a gente tem no Brasil, talvez junto com o Museu Nacional e o próprio Museu Guild, aportando uma linha de que realmente é importante a gente rediscutir essa questão da cooperação, porque ela é um elemento fundamental, acho que para a pesquisa, não apenas somente para difusão, tendo em vista, sobretudo, que a maior parte hoje dos holótipos, né, das espécies brasileiras estão depositados em instituições internacionais. Acho que isso também foi bastante tratado na mesa 3, que foi relatada anteriormente. A gente teve logo em seguida a apresentação da Lúcia, do Museu Guild, que eu acho que, de certa maneira, nos presenteou com um ponto de vista um pouco diferenciado do que a gente está acostumado a ouvir falar quando se trata dessa questão do museu, que é justamente a relação e o papel que essas instituições têm também relacionado com as populações tradicionais e as populações indígenas. Então, eu acho que é um aspecto que é extremamente interessante e importante, que a gente tem que tratar, sobretudo também, como citado por ela, parte, né, ou boa parte dessas coleções, as chamadas coleções etnográficas, também estão depositadas em instituições internacionais e, de alguma forma, talvez essa cooperação
ou reforçar essa cooperação com instituições internacionais, mesmo com a França, é de extrema importância para que a gente possa, né, resgatar ou aproximar essas informações e essas coleções das próprias populações tradicionais brasileiras. Em seguida, nós tivemos 2 apresentações que foram relacionadas especificamente ao Museu Nacional de História Natural de Paris. A primeira da Joanne, que fez uma brilhante apresentação sobre como está estruturado hoje as exposições, né, as grandes galerias do Museu Nacional de História Natural, mas também pontuou para a gente quais as cooperações que já foram desenvolvidas pelo Museu Nacional e outras instituições no Brasil, boa parte delas já relacionadas à questão do ano do Brasil na França em 2005, mas também que tipo de perspectivas que a gente poderia desenvolver para colaborações futuras, sobretudo uma grande possibilidade de instituições brasileiras se beneficiarem de exposições temporárias que foram organizadas e apresentadas no Museu Nacional de História de Paris, que poderiam vir para o Brasil, né, para exposições temporárias. Então, essa pode ser uma perspectiva boa de colaboração entre instituições brasileiras e o Museu Nacional de História Natural. Além disso, um outro aspecto importante é na própria formação na área de museologia, já que o Museu Nacional de História Natural do Paris, né, tem formações de nível de graduação, tanto em mestrado profissional quanto mestrado acadêmico e doutorado, na formação de museólogos. Então, acho que também é uma perspectiva, uma porta importante que pode se abrir para a cooperação de instituições brasileiras com o Museu Nacional. E aí, com os mesmos problemas apontados pelo Baucher, verificando as perspectivas de cotutela, codireção de tese, etc. Finalmente, nós tivemos a apresentação da Agnès, que veio apresentar, na verdade, justamente, acho que esse novo projeto, que é a La Galerie des Enfants, que, enquanto projeto novo, parece já ter uma aproximação muito forte em termos de colaboração com atividades no Brasil, né, principalmente porque uma das exposições, uma das alas que vai compor essa Galeria des Enfants trata de floresta tropical. Então, é o próprio trabalho da própria Pascale, que presidiu a mesa aqui, está relacionado com essa nova galeria, e também é uma área que tem perspectivas enormes de continuar colaboração entre instituições brasileiras e o Museu Nacional de História Natural de Paris. Bom, em síntese geral, o que a gente pode apontar dessa mesa redonda, e que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar, acho que na parte da tarde, nos grupos de trabalho, para ir se consolidar alguma informação mais concreta para esse plano de trabalho, que é o produto principal dessa reunião. Em primeiro lugar, que está muito claro, né, na fala das pessoas que estiveram nessa mesa, e mesmo nas intervenções que nós tivemos após a mesa redonda, que existe sim uma ampla possibilidade de colaboração entre instituições brasileiras e o Museu Nacional de História Natural de Paris. O que a gente precisa avançar e talvez clarificar um pouco mais nessa discussão, como apontou muito bem o nosso colega do Museu Paraense, Emílio Guild, de que maneira? Porque, na verdade, a gente está vindo num evento com uma representação do Museu Nacional de Paris para representações individuais, né, de vários museus que existem no Brasil, já que, como o próprio Beto apontou, não existe hoje ainda no Brasil uma instituição que congregue ou que fale de maneira associada por todas essas instituições no Brasil. Então, a gente vai ter um trabalho, talvez, para construir esse caminho, para verificar de que maneira o Museu Nacional e essas outras instituições que existem no Brasil podem pavimentar um caminho, e aí, administrativamente, inclusive, falando, para que, efetivamente, essas cooperações, essas colaborações possam ocorrer nos próximos anos. Eu também vou reforçar uma coisa que o Beto falou e que foi repetida pelo meu colega Vanderlei aqui na mesa, que eu acho que talvez a grande perspectiva e uma grande vantagem que a gente tem para trabalhar nessa área no Brasil é a questão da complementariedade que existe entre as instituições brasileiras e a instituição francesa. Então, eu acho que se a gente realmente pegar, buscando nessa complementariedade áreas de atuação em conjunto, acho que a gente tem um grande espaço para avançar nos próximos anos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que aí sim, acho que talvez hoje na parte da tarde a gente, nos grupos de discussões, vamos ter oportunidade aí sim das instituições e seus representantes poderem, a gente já tem um espaço maior para discutir e ver de que maneira essas questões podem ser resolvidas no futuro a partir do que vai desdobrar dessa reunião.
Bravo à tous les quatre et merci. Je vais donner la parole à notre directeur général, Monsieur Galeb, qui voudrait dire quelques mots de conclusion avant que nous partions déjeuner et nous retrouvions ensuite pour les groupes de travail. Merci Myriam. Je voudrais d'abord féliciter et remercier les rapporteurs d'avoir extrait des débats des éléments concrets, précis et opérationnels. Tout à l'heure, donc, nous allons nous séparer en différents groupes de travail. Je ne sais pas si je vais y aller, moi, parce que moi, je suis directeur. Un directeur, ça ne travaille pas, donc j'irai de l'un à l'autre. Mais je voudrais peut-être donner un ou deux compléments pour essayer de faire des suggestions pour le travail de ces groupes, justement. D'abord, peut-être rappeler un ou deux éléments de contexte. 2010 va être l'année de la biodiversité, vous le savez tous, c'est quand même très important. Alors, pour beaucoup d'entre nous, et en particulier pour le muséum, c'est tous les ans l'année de la biodiversité, mais je pense qu'il faut que nous profitions de ce moment où le reste du monde partage particulièrement nos préoccupations pour lancer des idées nouvelles et peut-être, c'est une suggestion que je fais, mais se dire que ce serait très intéressant si la manière dont nous organisons notre partenariat pouvait avoir un écho lors de la conférence des parties qui va avoir lieu à Nagoya. Alors je ne sais pas s'il faut imaginer un side event, un poster, une communication, on verra comment ça se passe, mais ce serait peut-être intéressant de montrer que à travers nous, la France et le Brésil ont sur cette thématique de la biodiversité une coopération particulière. Autre élément de contexte, bien sûr, l'existence de ce partenariat franco-brésilien sur la biodiversité amazonienne. Alors je sais bien qu'il ne faut pas résumer le Brésil à l'Amazonie, c'est une des choses que j'ai comprises dans ces quelques jours. Néanmoins, il y a là des opportunités, il va y avoir un appel d'offres conjoint des deux pays, assez bien doté, et nous sommes tous habitués à essayer de tirer parti des opportunités. Je pense que le fait que nous nous soyons rencontrés aujourd'hui, que des contacts aient été pris, que peut-être des projets puissent se préparer en commun, devrait nous aider, je parle de toutes les institutions ici représentées, à bien profiter de cet appel d'offres qui sera quand même doté de plusieurs millions d'euros. Je sais que la partie brésilienne pousse pour que la dotation soit plus importante, mais enfin, en tout cas, elle sera importante. Donc c'est peut-être un point en termes, pour la discussion sur la recherche qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a quelque chose à décrocher pour ceux qui s'intéressent à l'Amazonie. Sur les autres sujets qui ont été abordés, je pense ce qui serait, à mon avis, intéressant, c'est qu'on puisse avoir sur chacune des thématiques un peu un projet, l'ébauche, l'esquisse, la perspective d'un projet concret. Bon, je viens d'évoquer cette opportunité de réponse commune à l'appel d'offres pour la recherche. Dans le domaine de l'enseignement, il y a un point sur lequel je peux tout de suite faire une proposition ou prendre un engagement, c'est celui de travailler avec les autorités françaises compétentes sur ces questions de séjour ou de visa qui apparemment présentent encore des difficultés. Bon, il se trouve que dans une vie antérieure de fonctionnaire, je me suis occupé de cette réglementation, je la connais assez bien et je suis sûr qu'on peut arriver à faciliter les choses là où il y aurait encore des difficultés. Il me semble qu'avoir une réflexion vraiment opérationnelle sur la question de la co-tutelle des thèses pourrait être un objectif vraiment majeur. Donc j'aimerais bien que le groupe de travail s'en saisisse, et peut-être d'ailleurs pour dire que ce n'est pas ça le sujet intéressant, mais en tout cas qu'on se pose la question. En matière de conservation, on a déjà un magnifique projet qui commence, donc c'est formidable, on peut le mettre en valeur. Je persiste à penser que ce serait bien que nous profitions de nos bonnes relations et de notre partenariat pour essayer de partager un certain nombre d'idées sur la question de l'accès, parce que le Muséum de Paris a promu, notamment dans la perspective de la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, l'idée de l'identification d'un régime particulier pour la récolte et la collecte à fins académiques, qui ne devrait pas être le même que celle qui se fait à des fins économiques. Alors je sais que c'est une distinction qui est un petit peu byzantine, mais ça m'intéresserait qu'il puisse y avoir au moins des échanges d'idées entre
entre Brésiliens et Français sur ces sujets qui sont pour nous stratégiques et qui, à mon avis, engagent l'avenir même des institutions taxinomiques. Voilà. Enfin, en ce qui concerne les activités de diffusion, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre mutuellement dans les techniques de muséologie. Et c'est vrai que nous organisons des formations à Paris ou dans d'autres pays, au moins aussi lointains que le Brésil par rapport à la France, puisqu'on travaille avec Taïwan, avec la Namibie. Donc je pense que ce serait intéressant qu'on travaille avec le Brésil sur ces sujets, peut-être d'ailleurs en associant à cela nos partenaires européens d'un consortium qui s'appelle EDIT, le consortium, l'Institut européen distribué de taxinomie, qui pourrait d'ailleurs être impliqué dans d'autres sujets. Et je pense aussi qu'il y a certainement des perspectives d'exposition itinérantes, et pour ma part, je considère que ce serait important qu'on essaye d'arriver à progresser dans ces domaines. Ce que je voudrais dire aussi pour finir, et M. Medeiros y a fait allusion, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez, comment dirais-je, prétentieux, rien que dans l'intitulé de notre conférence, et je voudrais prier nos amis brésiliens de nous excuser, parce qu'on a l'air de dire que le muséum traite de père à compagnon, d'égal à égal avec le Brésil. Alors bon, nous sommes très orgueilleux au muséum, très fiers de nous, très conscients de l'importance de cette institution, mais nous n'avons évidemment pas la prétention d'être un interlocuteur pour le Brésil tout entier, ni pour la totalité des institutions scientifiques ou naturalistes brésiliennes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous pensons toujours ce que nous faisons en termes de partenariat, et que, bien entendu, je suis convaincu que dans chacune des idées que nous développerons dans l'avenir, non seulement le Muséum national d'histoire naturelle sera un acteur, mais il aura à cœur, et je le demande à ceux de la maison qui participent à ces réunions, d'impliquer tous nos partenaires français, que ce soit les organismes de recherche. Il existe en France une fondation de coopération scientifique pour la recherche en biodiversité, dont le Muséum est un des membres évidemment les plus actifs, mais qui réunit tous les organismes de recherche français, le CNRS, l'IRD, l'IFREMER, l'INRA, qui travaillent sur la biodiversité. Et bien entendu, si nous trouvons des opportunités d'impliquer nos collègues, nous le ferons. Et nous avons des partenariats du même genre dans tous les domaines qui ont été évoqués. Donc nous voudrions aussi être éventuellement une porte d'entrée pour des partenariats plus larges, de façon à ce que ce soit peut-être un petit peu non seulement le Muséum, mais la France qui parle avec le Brésil et qui est parlé avec le Brésil pendant ces 2 jours. Voilà les quelques éléments que je voulais indiquer pour, comment dirais-je, nourrir la réflexion des groupes de travail de cet après-midi, qui vont avoir la tâche passionnante d'aboutir à des propositions concrètes et effectives, et je suis convaincu qu'ils y arriveront. Je suis convaincu qu'ils y seraient arrivés d'ailleurs sans que j'ai dit tout ce que j'ai dit, mais c'était au moins une façon de montrer l'intérêt que j'ai pris à nos débats et la volonté que j'ai, en tant que directeur général, d'agir de façon tout à fait concrète et précise pour que dans les mois qui viennent, ces travaux débouchent sur des réalisations effectives à la hauteur de la manière dont nous avons été accueillis ici. Merci. Eu queria agradecer imensamente aos relatores pelo trabalho de síntese, por observar o tempo e também pela capacidade de apreender tudo que foi discutido aqui, que foi muita coisa, né, nesses 2 dias. E também, Eliane, o CNPq pede a palavra, como nós temos o nosso tempo, foi tudo muito bem comportado hoje e é muito importante te ouvir. Tá certo. Bom dia, gente. Eu sou Eliana Fontes, do CNPq. A minha pretensão aqui não é representar o presidente Zago, longe disso, nem mesmo o diretor Siqueira, que estava aqui, mas eu acho que cabe fazer alguns esclarecimentos, algumas dúvidas que talvez pudessem ajudar nos debates de hoje à tarde.
Em particular, eu gostaria de dizer que a questão da cooperação do museu com o Brasil, a parceria está sendo formalizada nesse momento, assim como talvez um dos passos, na forma de um acordo de colaboração entre o CNPq e o museu, e o CNPq, da parte dele, ele vai disponibilizar recursos para bolsas específicas para essa colaboração, bolsas de intercâmbio, de pós-doutorado e de doutorado sanduíche, além de outras oportunidades universais que ele tem nas chamadas gerais, como, por exemplo, as bolsas para pesquisador visitante, que poderá, através dos quais poderão vir pesquisadores franceses ao Brasil. Então, desta forma, ela é uma cooperação para todas as instituições do Brasil, porque o CNPq vai abrir editais ao qual todos os museus, todas as instituições brasileiras vão poder concorrer. Então, não acho necessário que exista essa especificidade de um contrato com cada instituição, mas é claro que o CNPq disponibiliza os recursos e os pesquisadores que submeterem os projetos terão que fazer suas interações individuais com o museu, certo? Uma outra coisa que é interessante, talvez, comentar com vocês é que o MCT está muito empenhado em promover uma modernização da nossa legislação de acesso ao patrimônio genético, que inclui a coleta, o acesso e o intercâmbio de recursos genéticos. E com isso, nós estamos buscando caminhos de facilitar, inclusive, o intercâmbio com o movimento de material biológico com o exterior para fins de acesso que não levem ao uso comercial, como foi comentado aqui. Então, o CNPq está sendo credenciado nesse momento para atuar como órgão credenciador das instituições brasileiras que fazem pesquisa no Brasil. Nós estamos procurando informatizar todo o sistema de licença de coleta no país, de autorização para pesquisadores estrangeiros fazerem coleta no país. Já existe essa legislação, ela é usada, ela é bastante demorada, o processo é demorado, é longo, então nós estamos trabalhando no sentido de agilizar este processo. E estamos também discutindo, em nível de governo, uma nova lei que vai substituir a medida provisória que está em vigor, e dentro dela nós vamos inserir mecanismos que agilizem e facilitem todo esse trabalho de intercâmbio também, muitas coisas para o pesquisador brasileiro. É lógico que o nosso foco é voltado para a dinâmica da pesquisa no Brasil, mas nela vai estar inserido também a colaboração com grupos internacionais. Obrigada. Obrigada, Eliana. Eu lembro que um dos esforços que foram empreendidos esse ano foi exatamente a convenção, né, entre o museu e o CNPq, no sentido de formalizar todas as iniciativas de pesquisa, de parcerias, etc., e de regularizar isso de uma maneira mais global entre o Brasil e o Museu de História Natural. E, segundo as minhas informações, né, que também o Dr. Oswaldo já anunciou aqui, o convênio vai ser assinado na próxima semana, né, dia 8 ou dia 9 de outubro, já como um resultado desse esforço. Dia 9 de outubro, como resultado desse esforço. Só alguns pequenos avisos, como está chovendo muito hoje também. Vocês puderam pegar o Rio de Janeiro no sol e na chuva para ver o contraste dessa cidade que existe principalmente no sol, né? Existem alguns pequenos lugares, lanchonetes aqui no campus, para quem não quiser enfrentar a chuva. Senão, existe também um restaurante no pé do Pão de Açúcar. Normalmente, a gente vai andando, que chama Zuzu, né? Zuzu, que é um bom restaurante, mas exige deslocamento também. Para a organização da tarde, como nós cumprimos perfeitamente o horário hoje da manhã, o plano é que todos retornem, estejam aqui às 2h30, e os grupos de trabalho não vão acontecer nesse prédio, vão acontecer
no Instituto de Psicologia, quer dizer, quem sai daqui do Fórum de Ciência e Agricultura pela Avenida Pasteur, vira à direita e continua reto, e o prédio da Psicologia está logo na sequência. O nome do prédio é Pavilhão Newton Campos, né? Então, o grupo 1 vai se reunir na sala 2 do Instituto de Psicologia, no primeiro andar. O grupo 2 na sala 3 do Instituto de Psicologia, também no primeiro andar. O grupo 3 na sala 7, também primeiro andar. E o grupo 4 na sala de reuniões do Instituto de Psicologia, no térreo. Tá? Em qualquer hipótese, a gente vai tentar ter sempre uma pessoa lá na entrada para orientar quem vai chegando. Como o tempo de discussão dos grupos é muito curto, e a ideia é que a gente faça a plenária aqui e o encerramento às 5 horas, eu vou pedir que todos, que os coordenadores de grupo e os relatores planejem a metodologia de reunião para que todos nós possamos voltar às 5 horas. Só que o encerramento não vai ser nessa sala. Cláudia? Vai ser aqui? Conseguiu? Então, melhor, que a gente não tinha conseguido antes. Então, o encerramento também e a plenária final vai ser aqui nessa sala, tá bom? Muito obrigada, então, e até à tarde.